Aujourd'hui, j'ai invité Julien Fravalo, ex-SDR, Enterprise et Mid-Market chez Sensmic, pour partager ses best practices. En 2021, il a explosé ses chiffres avec 122% et en 2022, il a fait 100% ses objectifs. Je l'ai invité pour parler de comment utiliser son réseau pour générer un maximum de rendez-vous, notamment son réseau d'alumni. On a aussi également parlé de process et comment s'assurer qu'il marche avant de mettre des outils. Et enfin, on a fini sur l'importance de l'organisation pour avoir un flux de rendez-vous continu. Si vous cherchez à booster la génération de leads, vous ne serez pas déçus. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Hello Laetitia, super, merci et toi? Écoute, ça va super bien, je suis super contente de te recevoir pour ce premier épisode de Prospect. Du coup, on avait décidé de parler de ton expérience de SDR, notamment chez une entreprise qui s'appelle Semzik. Du coup, la caractéristique de l'entreprise, c'était c'est une entreprise américaine. Tu avais pour mission en fait, de générer des opportunités avec une target qui était plutôt small business et enterprise. Et en fait, j'aimerais qu'on rentre directement dans le dur de justement comment tu as fait pour générer des rendez-vous assez rapidement dans un contexte en fait qui n'était pas français. Ok, très simple, merci déjà pour l'invitation Laetitia. Avec Je vais plaisir. t'expliquer, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Ce que je faisais quand mes AE me donnaient des cibles, des sociétés à contacter, en fait j'allais directement sur LinkedIn, sur la page de la société, je regardais si je n'avais pas des alumni. Des alumni, ce sont des anciens de son école de commerce. Donc j'ai fait une école de commerce qui est à Rennes, Rennes School of Business, qui est bien référencée, une école internationale. Donc je regardais par exemple si je devais prospecter société A, s'il y avait des anciens de mon école de commerce. J'allais directement les reach out sur LinkedIn, que ce soit par mail ou par téléphone, en récupérant leur numéro de téléphone avec des outils et en leur expliquant vraiment straight to the point qui j'étais, ce que je faisais, qu'on était des anciens de la même école et s'ils pouvaient m'aider sur mes sujets commerciaux. Stylé comme approche, mais du coup, alors, quand tu disais que tu allais chercher des gens dans ton réseau d'anciens, est-ce que c'était forcément les gens de ta target par exemple, je sais pas si c'est quoi en fait ton persona spécifiquement à cette époque-là. J'avais trois personas. Donc, Ok. le directeur marketing, le directeur sales et ceux qui gèrent la partie enablement. Donc, un métier qui arrive de plus en plus en France et qui vient des États-Unis. Donc, en fait, sincèrement, je contactais toute personne ayant un poste quand même à responsabilité. J'allais pas contacter des stagiaires, des alternants ou des nouveaux entrants dans la société parce qu'ils n'avaient pas toutes les billes. Mais vraiment, je contactais tous les personas ayant fait mon école et ayant en fait des relations, des responsabilités qui puissent répondre à mes questions, me donner vraiment des insights pour avancer ou pas sur le compte. Ok, bah justement, ça tombe bien. C'est quoi les questions justement que tu posais quand tu arrivais à avoir une personne. Alors, même avant ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle approche tu avais, puisque tu disais trust to the point. Si on doit parler d'email, quel type d'email tu leur faisais en fait pour qu'ils acceptent en fait de te parler? Parce que bon, tu vois, le type qui a fait l'école il y a 15 ans, l'école c'est loin. Est-ce qu'il a toujours une attache avec son école? Pas sûr. Moi, je trouve qu'on a une attache avec son école parce qu'on l'a choisi et on l'a financé. Et on en est fier en général. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, ce qui se passait, mon objet de mail, c'était ancien de l'école Rennes School of Business ou alumni ancien Rennes School of Business. Des fois, je mettais même ma promotion et je mettais la promotion de l'autre personne pour vraiment prouver que j'avais aussi fait mes devoirs sur LinkedIn. Vraiment, c'était un petit objet de mail très court. Et deuxièmement, en fait, c'était voilà, bonjour Patrice, j'ai vu que, en fait, je tutoyais directement. J'ai vu que tu as fait Rennes School of Business, moi également. Je vais être transparent avec toi. Je suis commercial, je travaille chez Sasmic, on fait ça, ça, ça. Est-ce que tu pourrais être en capacité de me dire si c'est un sujet chez vous, oui ou non? Si oui, est-ce que tu peux me rediriger vers telle personne, etc. Vraiment, en fait, de la jouer vraiment straight to the point, encore une fois, et sincère, en mode j'ai rien à perdre. Tu me réponds pas, c'est pas grave. Tu me réponds, tant mieux, j'avance ou pas. Ok, donc justement, après ça, d'un moment, j'imagine qu'il y avait deux scénarios. Le scénario où les personnes étaient en mode genre, ok, pas de problème, je te mets en relation. Et puis le deuxième scénario, ouais, écoute, on peut discuter, mais la mise en relation, on va pas tout de suite, quoi. Du coup, revenons un peu d'abord sur quelles questions tu leur posais déjà, typiquement, pour si t'étais pas mis en relation directement. Et je leur demandais des informations vraiment insight, vraiment de ce qu'ils pouvaient avoir comme situation interne. Quel logiciel ils utilisaient et quelle était vraiment leur situation. Parce que l'outil Seismic, c'est un Sales Enablement, donc c'est pour aligner les sales et le marketing. Donc savoir s'ils avaient déjà un outil en place, comment ils étaient structurés un petit peu en interne, vraiment de comprendre leur fonctionnement. Et si déjà, rien qu'en ayant ces réponses, savoir si c'était pertinent ou pas de continuer. Mais vraiment d'avoir le maximum d'informations pour moi être en capacité, ok, Seismic pourrait s'implémenter pour telle ou telle raison ou ne peut pas s'implémenter pour telle ou telle raison et comme ça je faisais un retour à mon AE.
au cas où il me disait que c'était pas pertinent, c'est pas grave. En fait, je prenais des nouvelles en tant qu'ancien de l'école et je demandais bah, lui un peu son parcours, quand est-ce qu'il allait aux prochains événements sur Paris du réseau, parce qu'il y a des événements régulièrement. Donc en fait, même moi, je réactivais un petit peu le réseau et certains m'ont dit, ah ouais, c'est vrai, il faudrait que j'aille voir. C'est vrai qu'on a un agenda, qu'on a des événements. Donc je la jouais aussi quand même sur ces deux axes-là. C'était bon, c'était une démarche intéressée, on va être honnête, il faut le dire. Mais il y avait aussi quand même cette démarche, on est des anciens de la même école, on se soutient, est-ce qu'on se voit au prochain event de l'école sur tel ou tel sujet? Et j'ai pu en rencontrer comme ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais justement? Alors, quand il y a pas de sujet, c'est pas pertinent, bah, au moins tu gagnes du temps et tu vas pas essayer de continuer à démarcher. En fait, tu as de l'information à l'intérieur. Et dans le cas où justement, bah, tu vois qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose à faire, c'était quoi ta manière de procéder pour faire en sorte, parce qu'on le sait bien, le mieux, c'est d'avoir en fait le petit message qui va bien, la bonne mise en relation, parce que tu es sûr d'avoir le rendez-vous direct, plutôt qu'une personne qui te répond ouais, ok, ouais, je pense que c'est un enjeu, et contacte John ou contacte Paul, quoi. Bah, toi, après, tu as encore une démarche à essayer de prouver, etc. Comment tu faisais, toi, de ce côté-là, pour pouvoir gérer la suite quand il y avait un besoin? En fait, j'essayais sincèrement, encore une fois, d'aller lui demander si je pouvais avoir la recommandation. J'insiste sur le si je pouvais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il arrivait que des fois, malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, si la recommandation n'était pas directe, en fait, j'allais demander un mail ou un interlocuteur. Et là, je faisais mon travail de SDR vraiment classique, scrapping, et j'envoyais un mail, mais un mail très personnalisé avec tous les insights que j'avais. Donc, la personne qui recevait mon mail savait que j'avais des informations quand même internes et je savais que j'avais fait plus que mes devoirs. Donc, j'avais plus de chances qu'on me réponde si je n'avais pas de recommandation directe. Ce qui arrivait malheureusement de temps en temps, et ça fait partie du jeu du commercial. Mais quand je pouvais, j'essayais d'avoir une recommandation, soit une introduction par mail, soit on me disait, voilà, Julien, tu le contactes de ma part. Il y avait vraiment les deux cas, mais à chaque fois, c'est d'utiliser les éléments que j'avais eus pour vraiment donner un maximum de valeur dans ma prospection et dans mes mails. Pour dire, voilà, je me suis permis de vous contacter parce que vous faites ça, 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 parce qu'en interne, ça, 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 ça. Derrière, s'il me répondait pas, je me disais, mince, j'ai mal fait mon travail, mon mail est mal formulé, j'allais le relancer, tu vois. Et avec Conism et d'autres outils, j'arrivais à récupérer les numéros de téléphone et à appeler et à faire mes devoirs derrière et de relance. Mais c'était quand même plus facile vu que j'avais les insights. Alors, moins facile que quand j'avais une recommandation directe. Eh, Patrice, j'ai Julien, il m'a contacté, je pense qu'il y a un truc à faire ensemble. Ça, c'était la voie royale. Mais malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Justement, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui souhaitent en fait utiliser le même process pour maximiser les chances d'avoir une reco? Parce que tu as dit si ils pouvaient me donner une reco. Est-ce que tu as des petits tips, des petits trucs, des formulations en fait pour lui donner envie? Parce que tu vois, il y a toujours ce truc-là où en fait la personne, en fait, elle veut pas te faire une reco parce qu'elle a pas confiance, elle te connaît pas. Elle te connaît pas en fait. Là, elle a un élément en plus, et je trouve ça intéressant, c'est que vous avez fait la même école. Mais bon, à part ça, elle ne sait pas si l'outil que tu as, ok, elle comprend la proposition de valeur. Et on sait très bien que la vente, c'est aller à 80% de la relation de confiance. Du coup, est-ce que tu avais des petits trucs où, en fait, bah, c'était vraiment aléatoire et voilà quoi. C'était un peu un ensemble de tout, mais je jouais vraiment la carte de la transparence sur mon approche. Euh, voilà, en fait, j'utilisais le biais social. Voilà, on a fait la même école, on doit se soutenir, on est ensemble, on est dans le même bateau. Ouais. Si moi tu peux m'aider aujourd'hui, moi j'essaierai de te rendre l'appareil comme je peux. Après, je dois avouer que j'essayais souvent d'approcher aussi des sales. Pourquoi? Je vais pas dire qu'on est une famille, mais on a la même mentalité, on prospecte, etc. On a besoin d'avoir des insights. Et donc c'est ce que j'essayais d'aller davantage sur ces personas-là, ou des fois d'être quand même en corrélation avec des personas qui soient pas non plus le DRH, alors que j'ai besoin de cibler les sales et le marketing, par exemple. Ou vraiment, encore une fois, qui ont des postes de responsabilité. Mais je jouais vraiment sur, on a fait la même école, normalement, on est ensemble, on fait partie du même réseau, aide-moi, s'il te plaît, Et si en tu plus, on peux. est sales et du coup, bah, je pourrais te rendre l'appareil avec sur un compte un jour sur lequel tu as des C'est enjeux, ça, etc. Ok, hyper exactement. intéressant. Ok, tu as parlé tout à l'heure d'outils que vous aviez. Aujourd'hui, c'était quoi le set d'outils que tu avais aujourd'hui pour prospecter en France euh, au global? Comment ça se passait en tout cas la prospection au-delà de ce que tu faisais avec ton réseau d'alumni? Parce que là, c'était plus une approche artisanale. J'imagine que vous aviez une approche plus automatisée, plus construite, plus structurée.
Ça, on partait sur un ensemble d'outils. Donc, en base, on avait notre CRM qui est Salesforce. Donc, notre base, c'est vraiment Salesforce, mais vraiment poussé, hein. J'avais les statistiques de tous mes collègues, le nombre d'appels, de mails qu'ils faisaient. Vraiment, j'avais jamais eu autant de puissance sur Salesforce. Dupliqué à un Salesloft. Donc, Salesloft qui va permettre en fait de faire ces cadences. Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Après, on avait Conisasm sur la partie récupération de numéro de téléphone et implémentation, en fait, transfert de Sales Navigator qu'on avait pour envoyer sur le CRM. Donc, vraiment, en fait, récupérer notre data et l'extraire sur Salesforce. Moi, j'utilisais aussi Lusha en perso pour avoir davantage de données parce que j'étais vraiment sur le marché français et Europe du Sud. Slack, mais grosso modo, voilà, c'était nos outils, mais qui m'a vraiment permis de prospecter à grande échelle et d'une bonne façon avec vraiment des outils cadencés, organisés avec des tâches précises. Donc vraiment, moi, c'était très puissant et j'ai apprécié ça par rapport à ma première expérience. Ok, justement, est-ce que tu peux nous parler justement de comment c'était structuré, les séquences, le type de séquences que tu faisais, par exemple en termes de durée, est-ce qu'elles étaient multicanales, pas multicanales, voilà. On avait trois cadences. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait trois personas. Donc en fait, chaque cadence était vraiment différente selon le persona. Donc ça, c'était déjà une première partie. On était sur quand même un modèle à l'américaine qui envoyait quand même pas mal en termes de cadence. Je m'explique, il y avait quand même 14 points d'interaction sur 6 semaines. 14 sur quand même au final 35-40 jours ouvrés, ça envoyait quand même pas mal. Donc en fait, il y avait, moi j'aimais bien appeler ça la technique de l'hameçon, il y avait toujours un premier mail qui partait en amont. On fait du call, mais il y avait toujours un premier mail qui partait. Par exemple, moi je te target Laetitia, je t'envoie toujours un mail, je vais t'expliquer pourquoi je te reach, pourquoi c'est pertinent. Et après, je vais t'appeler. Donc il y avait vraiment ce système de cadence en multicanal. Donc mail, téléphone, LinkedIn. Vraiment, principalement, c'était ça. On partait pas sur du WhatsApp ou autre, parce que voilà, boîte américaine assez RGPD, on rentrait pas là-dedans. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est les cadences. C'est d'avoir mon suivi. Jour 1, j'envoie un mail à Laetitia. Jour 3, j'appelle Laetitia. Si elle me répond, qu'est-ce qu'il en est dans la cadence? Si elle me répond pas, qu'est-ce qu'il en est? Vraiment, en fait, d'avoir un cheminement dans la cadence qui fait qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir son interlocuteur. On sait que la moyenne, c'est au moins 6-7 points d'interaction. Et je l'ai vraiment, vraiment vu. Et ça m'a fait plaisir quand j'ai eu des mails qui me disaient j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi persistant, je vais prendre rendez-vous avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Et à contre-coup, il y a aussi vous insistez énormément, arrêtez de me contacter. Ça fait partie du jeu, ça veut dire faut pas le mal le prendre, il faut s'en détacher et se dire j'ai bien fait mon travail, elle n'est pas intéressée, voilà, c'est pas grave. Ok, ce que j'aimerais creuser avec toi, c'est que tu étais dans un contexte d'une boîte américaine. On sait très bien qu'aujourd'hui, en tout cas sur la prospection, il y a des différences culturelles, notamment sur la partie cadence. Est-ce que tu as adapté un petit peu la cadence qui était testée par d'autres équipes commerciales dans d'autres régions du coup du monde à un contexte français? Tout à fait, parce que voilà, la culture n'est pas la même, les approches ne sont pas exactement les mêmes. Je voyais mes collègues au UK avec qui j'étais assez proche, je leur demandais mais comment vous faites pour avoir des bons taux de réponse sur les mails? Parce qu'en France j'avais des taux qui étaient pas très hauts sur mes mails vraiment et je me disais mais mince, comment ils ont des meilleurs résultats? Et ils avaient des approches très personnalisées dans le sens ah ouais, j'ai vu que tu joues au golf, moi aussi je joue au golf. En fait ils voyaient des informations un peu personnelles sur LinkedIn, chose qu'on va moins trouver déjà en France. Tu vas pas savoir quel sport je fais, etc. Et je leur disais, très bien. Et moi, j'ai essayé en France. Et je me suis pris des portes. Mais comment ça, vous avez vu que je jouais au golf? Comment ça, vous avez regardé ci? Mais vous m'espionnez. Et en fait, il a vraiment fallu moduler ça avec la culture française et avec la modération qui vient avec. Bien sûr, ça, je peux l'utiliser, mais peut-être plus à un moment où je vais être en démo. Au moment d'avoir un icebreaker, de dire, ah, ben, j'ai vu, vous venez de telle ville, moi aussi, je suis breton, de jouer sur des liens comme ça. Mais en France, par mail, vraiment en pur call mail, c'était très très compliqué. J'essayais de m'inspirer, hein, j'ai demandé aux Américains, pareil, ouais, j'ai vu, il a fait un road trip. Je l'ai envoyé, et ils expliquaient leur succès, parce qu'à l'américaine, c'est comme ça. Quand on prend une démo ou un rendez-vous, on expliquait le pourquoi du comment on a pris le rendez-vous, au bout de la combienième interaction, je trouvais ça pertinent. Et certains ils disaient, ah ben je lui ai envoyé un petit message sur LinkedIn, je lui ai dit qu'il joue au golf, moi aussi, et bam, on a pris un rendez-vous. Je dis, mais c'est pas possible. En France, jamais de la vie je peux faire ça. Non. Jamais de la vie, surtout avec un head of sales ou un head of marketing ou autre.
Et c'est de vraiment garder ces infos-là, de le mettre dans le CRM et de se dire, OK, j'ai cette info-là, mais je peux pas la mettre dans le mail, c'est trop fort, c'est trop personnel. Mais de potentiellement donner cette info-là à eux, ou moi, dans un moment plus avancé dans le deal, s'il y en a un. J'aime bien ce que tu dis, c'est en fait d'avoir un peu l'intelligence émotionnelle, de se dire, parce que là on parle à l'échelle de différences de pays, mais tu peux aussi également avoir des différences à l'échelle de secteur en fait. Tu vas pas faire la même chose dans le secteur de la finance que dans le secteur de la publicité. Tu vas pas faire la même chose dans le secteur de la tech que dans le secteur du conseil. Donc en fait, il faut en tout cas, si on peut retenir quelque chose en fait de cette expérience-là, d'essayer de tester des choses à chaque fois, parce que tu peux ne pas comprendre si tu testes pas, mais en fait, de ensuite se caler à la culture en fait de ce qui se fait ou pas en prospection. Du coup, en fait, si je comprends bien, t'envoyer des emails, ça cadrait en fait ta cadence, mais là où tu avais le plus de résultats, c'était le par call, si je comprends bien. Et du coup, c'était quoi justement ton approche? Qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à avoir un peu plus de résultats avec le call, même si évidemment ils avaient peut-être vu le nom Semzik quelque part, quoi. En fait, encore une fois, alors c'est moi qui l'ai appelé comme ça, c'est la technique de l'hameçon, c'est d'envoyer un mail. Et mon icebreaker, c'était bonjour Laetitia, j'espère que vous allez bien, ou ça dépendait sur quel marché j'étais. En France, j'utilisais un peu moins le j'espère que vous allez bien, mais en Italie, Sud-Europe, ça marchait un peu mieux. Je vous ai envoyé un mail, est-ce que vous l'avez vu? Et là, de suite, ils sont en situation mince. J'ai vu le mail, je l'ai pas vu, qui sait, est-ce que c'est important, pas important? Et en fait, déjà, ça a implémenté ça dans leur tête. Je dis, oh, bah, c'est pas grave si vous l'avez pas vu, rapidement, on fait ça, ça, ça. Et là, il y avait ce temps de réflexion. Soit je réenchaînais sur une question, soit je les laissais vraiment dans leur silence et attendre une réponse. Mais moi, j'utilisais vraiment cette technique-là, c'est d'envoyer un ou deux mails avant. Et je connais certains de mes collègues qui le font également. Ils font du call-call, mais toujours un ou deux mails avant pour contextualiser et utiliser cet icebreaker. Ça marchait beaucoup mieux quand je le faisais comme ça que quand j'appelais en call direct. Après, il y avait des cas exceptionnels. Pardon. Mais voilà, grosso modo, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, 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 nickel. C'est en fait pour toi, en fait, le fait d'envoyer un email avant, le fait d'avoir une cadence bien, t'as les meilleurs résultats que de faire du call enfin direct. Parce que tu as des gens qui vont plutôt recommander de se dire, en fait, t'es pas obligé de faire toute la séquence qui va bien, t'es pas obligé d'envoyer un LinkedIn, etc., un message LinkedIn avant d'appeler. C'est des canaux qui sont assez différents et en fait, tu as une approche un peu segmentée pour chacun. Euh, j'ai une question justement, tu as parlé de beaucoup d'outils à un moment donné. Il y a une croyance qui peut être parfois plus t'es outillé, plus ça marche. Dans ce que tu dis, on voit qu'il y a quand même des tests qui ont été faits. Et du coup, pour toi justement, c'est quoi les conditions pour que les outils justement apportent en fait des résultats démultipliés en fait? Très, très pertinent comme question, effectivement, il ne faut pas tomber dans le sujet de j'ai trop d'outils, celui-là j'utilise pour ça, celui-là j'utilise là, ou celui-là j'utilise le mercredi, celui-là le vendredi. C'est de se dire, ok, j'ai des outils, mais à quoi ils me servent? Honnêtement, je trouvais qu'on n'en avait pas énormément. J'ai eu d'autres boîtes après encore où j'en avais davantage et je disais, mais mince, celui-là il sert à quoi, celui-là il sert à quoi? C'est de les utiliser au maximum. C'est-à-dire qu'on avait un 16 loft qui nous faisait notre cadence qui avait été étudiée. Ces personnes étaient vraiment là en charge dans la société. Je crois qu'il y avait une ou deux personnes worldwide qui étaient en charge de tout ça. Après, selon les pays, les traduisaient. Mais il y avait vraiment des personnes qui analysaient le taux de retour qu'on avait, le taux de réponse, etc. Donc ça partait vraiment, vraiment, vraiment très loin. Le sujet, c'est vraiment de les utiliser à pleine puissance. C'est-à-dire qu'on avait un 16 loft avec des cadences, donc selon les personas. Mais c'est vraiment d'utiliser ces outils. C'est-à-dire que quand je me connectais tous les jours sur 16 Loft, je savais combien de tâches j'avais à réaliser. C'est-à-dire que je savais qu'aujourd'hui je devais faire tant de mails, je savais combien d'appels je devais faire, et ça me permettait d'avoir un rythme de croisière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les lundis, je faisais mes scrappings sur SalesNav, que j'exportais, que je mettais dans mon CRM, que je mettais dans SalesLoft. Donc le lundi, je rajoutais des nouveaux comptes, mais sur SalesLoft, en même temps, je continuais ma prospection qui avançait dans les étapes de 1 à 14. Donc en fait, j'avais toujours un flux permanent de prospection qui me permettait de pas être mince, j'ai une période plus creuse, mince là j'ai pris beaucoup de rendez-vous, c'est bizarre, et d'avoir vraiment un flux constant. Mais c'est vraiment en fait de voilà, aujourd'hui Julien, tu as 70 tâches, et ben les 70 tâches doivent être faites dans la journée. Parce que j'ai déjà un prévisionnel sur ce que je dois faire demain, après-demain, jeudi et vendredi, sachant que j'ai mes rendez-vous, que j'ai mes formations internes, etc. C'était vraiment de réaliser les tâches qui étaient mises. Parce que si je prenais du retard,
ça allait me mettre en retard. Après, avec les jours fériés, avec si les week-ends, les jours ouvrés, ça décalait mes prospections. Et le lundi, je rajoutais encore des nouveaux comptes. Donc, c'est vraiment d'aller au bout des choses, des outils. Pas juste utiliser une fonction. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, ce que je retiens en fait là de notre discussion, c'est qu'il y a un niveau de prospection ultra structuré qui est en fait homogénéisé à tout le monde, qui te permet en fait d'avoir un flux continu, d'être régulier, etc. Et en même temps, il y a toi pour maximiser tes chances d'avoir des rendez-vous qui fait toujours preuve de créativité. Et moi, c'est un peu ça que j'aimerais que du coup les gens qui nous écoutent et qui font de la prospection retiennent. C'est que c'est pas parce qu'on a en fait un process qui est déjà là, qui donne des résultats, qu'on peut pas inventer d'autres choses. Toi, tu as trouvé ton école pour aller chercher des rendez-vous parce que tu aurais pu très bien te contenter de dire bah voilà, je fais mes cadences, je fais mes calls, je rends mes mails, je fais du LinkedIn, j'optimise un peu tout ça pour avoir de meilleurs résultats, mais je fais pas plus à côté. En fait, tu avais ce flux en fait à côté qui est pas organisé, quelque chose que tu fais à côté, qui t'apportait des résultats. Donc je trouve ça intéressant de se dire en fait, il faut avoir un côté un peu créatif et un côté hyper structuré parce qu'il a été étudié, parce qu'il donne des résultats. Et voilà, je sais pas si ça résume bien en fait ce qu'on s'est raconté et ce que tu en penses et si tu continues toujours à avoir cette approche aujourd'hui parce que tu continues à être SDR pour pas mal de boîtes. Donc voilà. C'est ça en fait, tu l'as très bien résumé. Ce que moi j'ai envie d'ajouter, c'est utiliser ce qui fonctionne déjà dans votre société, mais mettez-y aussi votre âme, votre personnalité. On n'a pas tous le même réseau, on n'a pas tous fait les mêmes écoles. J'ai eu des collègues qui m'ont dit, ah bah moi j'ai utilisé mon club de sport, tac, parce que voilà, c'est des communautés, c'est des groupes. C'est pareil, maintenant vous avez de plus en plus de communautés, que ce soit Slack, Discord, WhatsApp. Utilisez ces biais-là pour rentrer dans les groupes que vous souhaitez targeter. Un truc que j'ai implémenté après également, c'est quand j'allais sur le compte en question, c'est par exemple j'ai, je sais pas, 10 relations en commune qui sont dans cette société-là. On va être transparent, malheureusement on ne connaît pas tout le monde sur LinkedIn, même si on les a en amis. Mais c'est de voir est-ce que je les connais, oui ou non, et s'ils sont pertinents ou pas. Et en fait d'utiliser votre réseau, encore une fois, qu'il soit direct ou indirect, pour prospecter en plus des outils et des méthodes que vous avez, et ça va vraiment vous apporter des résultats encore un petit peu plus au-dessus de ce que vos collègues vont faire de manière classique. C'est vraiment de se dire, mince, j'ai des outils, j'ai le nécessaire, comment je peux faire pour m'améliorer, pour aller chercher plus? Il y a des groupes, il y a des anciens de l'école, la salle de sport. En fait, ça va vite, le réseau va vite. Maintenant, on peut contacter tout le monde sur LinkedIn. Un message, ça prend 2 minutes à faire, d'avoir une approche différente. Mais moi, j'ai toujours été sur la carte de la transparence. Je te contacte parce que si, parce que ça, on fait partie du même réseau, on est amis en commun, même si on se connaît pas. J'allais même le dire, voilà, on est connecté depuis 2 ans, 3 ans, on se connaît pas, on se suit, on se like, mais voilà, j'ai besoin de toi aujourd'hui, est-ce que tu peux, oui, non, je te rendrai l'appareil. Et souvent, voilà, de le jouer en mode, voilà, je suis sales, tu m'aides aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, c'est moi qui t'aide, ou peut-être que dans 6 mois, on se voit en event et je te paye une bière. Vraiment de la jouer très transparent. Et voilà, tends-moi la main aujourd'hui, je te la tendrai plus tard dans quelques mois, potentiellement. Ok. Si demain tu devais coacher en fait un SDR, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais le plus contre-intuitif en fait? Question compliquée là. Contre-intuitif. Un Hmm. truc qu'il penserait pas faire mais qu'il devrait faire pour réussir à avoir des résultats. J'en ai plein. J'en ai plein. Certains vont dire de créer du contenu sur LinkedIn. Mais ça, il faut avoir la volonté de le faire. Tu souris parce que toi tu le fais. Mais c'est un élément qui peut te ramener de l'inbound, qui peut te ramener du business. Donc c'est vrai que c'est pas un chemin classique. Euh, En fait, c'est de parler de son activité à gauche à droite de façon naturelle et simplifiée. C'est-à-dire que tu dois être en capacité de pitcher ce que tu fais à un enfant de 6 ans, il doit être en capacité de le comprendre. Et en fait, en expliquant à tout le monde ce que tu fais et pour qui tu travailles, ben crois-moi qu'un jour il y a quelqu'un qui va dire mais attends Julien, tu m'as parlé de ça, j'ai entendu machin, alors je te le passe. C'est en fait c'est de se dire voilà, vous faites votre métier, vous l'aimez, vous travaillez dans une boîte, vous l'avez choisi, vous l'aimez, vous aimez la culture, parlez-en autour de vous. Ouais mais Julien, je vais pas en parler tout le temps, machin. Ben en fait, tu le fais indirectement, ça va faire l'effet boule de neige, à un moment donné ça va te revenir. J'ai pas d'exemple concret où ta question est complexe en toute transparence, mais elle est pertinente. Moi, ça a été vraiment d'utiliser, voilà, je suis Julien Farvalo,
J'ai été dans telle école, j'ai fait tel sport, etc. Est-ce que je peux utiliser ces biais-là, mon premier cercle, mon réseau, pour aller chercher plus de résultats? C'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition, comment je peux l'exploiter? J'ai fait partie d'un réseau d'alumni de mon école de commerce aussi, donc ça renforce aussi un petit peu mon lien avec mon école. J'utilisais ça pendant 2 ans pour faire du réseau, pour parler de ma société, tout Nickel. simplement. Eh ben écoute, la question était complexe, mais la réponse était excellente. Merci beaucoup, Julien, et pour tous ces partages. Et du coup, je te souhaite d'obtenir encore plein de rendez-vous. Ciao, ciao. Merci à toi. À Merci à toi, plus. passe une bonne journée. Ciao. Ciao. C'est fini. J'espère que Julien vous inspirera pour pimper votre prospection. Vous pouvez aller le suivre sur LinkedIn, Julien Fravalo. À bientôt pour un prochain épisode.